L'Antarctique est le continent de toutes les recherches scientifiques. C'est un territoire aux perspectives énormes pour un grand nombre de disciplines, la chimie, la glaciologie, la biologie, mais aussi la géophysique, l'astronomie ou encore la médecine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un domaine un peu moins connu de la recherche polaire, c'est la sociologie. C'est une discipline scientifique à laquelle on pense rarement quand on s'imagine ce que font les chercheurs en Antarctique. Pourtant, vous allez voir, il y a de quoi faire. Déjà, un petit rappel pour commencer. Qu'est-ce que la sociologie? Pour le dire simplement, c'est la science qui étudie les groupes et les phénomènes sociaux. Un groupe social, ça peut être aussi bien la population d'un pays, les habitants d'un même immeuble, un groupe de collègues, les élèves d'une classe, ou encore des scientifiques qui travaillent ensemble en Antarctique. La sociologie s'intéresse à l'ensemble des faits sociaux qui concernent de tels groupes. Les inégalités, les croyances religieuses, les carrières professionnelles, les opinions politiques, etc. L'idée, c'est d'analyser ces phénomènes au niveau collectif afin de mieux comprendre comment s'organise et évolue une société humaine. La sociologie appartient à la famille des sciences sociales qui rassemble aussi bien l'anthropologie, la science politique, l'histoire, la psychologie ou encore l'économie. Leur point commun, c'est l'humain sous toutes ses facettes. Ces sciences-là ont évidemment quelques différences avec les sciences naturelles, mais la démarche reste la même, c'est-à-dire produire des connaissances théoriques sur le réel grâce à une approche expérimentale. Maintenant que toutes ces bases sont posées, à quoi est-ce que cela sert d'aller faire de la sociologie en Antarctique? Et que peut apporter la sociologie aux réflexions sur les défis polaires actuels? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. L'Antarctique est un continent initialement non habité par l'homme, contrairement à l'Arctique. Jusqu'à ce que les explorateurs puis les scientifiques commencent à y séjourner, il n'y avait donc personne sur place. A priori, c'est paradoxal d'en faire un terrain d'étude pour les sciences sociales, mais l'Antarctique, c'est justement un cas unique qui est extrêmement intéressant pour ces disciplines. Le continent a très rapidement constitué une merveilleuse opportunité, notamment en psychologie, afin d'y étudier toutes les facettes du comportement humain soumis à un environnement extrême. L'isolement, le stress, la cohabitation. Les campagnes d'hiver sur les bases scientifiques, appelées hivernage, consistent en effet à rester quasi enfermés dans un même bâtiment durant de longs mois avec une même équipe de collègues. De nombreuses études ont ainsi été réalisées afin de mieux comprendre l'impact de ces conditions sur le comportement humain et d'analyser les stratégies d'adaptation mises en place. De telles connaissances servent notamment à préparer des séjours dans l'espace, par exemple en prévision d'envoyer un vol habité vers Mars, dont le voyage durerait entre 2 et 3 ans. L'Antarctique est extrêmement riche du point de vue des relations internationales, mais je ne vais pas détailler ce volet aujourd'hui. Depuis sa découverte au XIXe siècle par l'homme, l'histoire de ce continent a été jalonnée de rivalités, de conflits, de négociations et de collaborations aussi. La coopération scientifique qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale représente ainsi un formidable chapitre d'histoire des sciences et de géopolitique. Récemment, c'est la sociologie des sciences qui a investi l'Antarctique à son tour. La sociologie des sciences, un vaste champ de recherche qui a émergé notamment à la suite d'un ouvrage fondateur de Bruno Latour et Steve Woolgar, La vie de laboratoire. Cette étude, parue en 1979, décrit le fonctionnement au quotidien d'un laboratoire américain. Elle analyse bien sûr les manipulations scientifiques et les avancées du laboratoire, mais également les conversations informelles entre collègues, les problèmes de financement, les conflits professionnels ou encore les habitudes quotidiennes des employés. Ce que montre cette étude, c'est que la production des théories scientifiques n'est pas indépendante des conditions de travail des chercheurs et des enjeux qui sous-tendent l'organisation du laboratoire. Ainsi, loin d'être un processus linéaire et totalement déconnecté des êtres qui la produisent, la recherche scientifique est au contraire une activité sociale comme les autres. La personnalité des chercheurs, les routines de raisonnement, les réductions budgétaires ou encore le bricolage des données pour parvenir à un résultat voulu. Bref, tout ça n'est pas ce qui empêche de faire de la bonne recherche, mais justement ce qui permet à la recherche de se faire.
La sociologie des sciences permet donc d'analyser l'activité scientifique comme une activité humaine. Depuis les premiers travaux sur les laboratoires, la sociologie des sciences s'est intéressée à tous les aspects de l'activité scientifique, y compris en Antarctique. L'intérêt des sociologues pour les milieux polaires est relativement récent par rapport aux domaines classiques dont on a l'habitude d'entendre parler en Antarctique, comme la climatologie, la glaciologie ou l'étude des populations animales. Encore aujourd'hui, rares sont les missions qui embarquent un ou une sociologue dans leur équipe. D'ailleurs, pourquoi faire au juste? L'un des objets qui intéresse les sociologues en Antarctique, c'est la coopération scientifique et plus globalement l'organisation des activités humaines sur un territoire au statut qui est très particulier. En 1959 est signé le traité sur l'Antarctique qui réglemente le territoire et encadre les activités qui y sont menées. Il consacre notamment le continent à la recherche scientifique en encourageant la coopération internationale en matière d'échange de résultats, de mise en commun du matériel et de missions communes, comme l'explique l'épisode 1 de la série. C'est assez dingue. Il interdit également toute revendication territoriale de la part d'un pays qui souhaiterait s'approprier une partie du continent. Le traité et les conventions qui le complètent, en particulier le protocole de Madrid, signé en 1991, empêche enfin l'exploitation des ressources naturelles de l'Antarctique en vue de sauvegarder un environnement qui est unique et en même temps extrêmement menacé par l'empreinte humaine. L'Antarctique apparaît donc comme un continent laboratoire où la recherche scientifique doit s'adapter d'une part à des contraintes techniques extrêmement importantes et d'autre part à des enjeux géopolitiques majeurs. Elle doit également faire face à la montée en puissance d'autres types d'activités, en particulier le tourisme ou la volonté d'exploiter certaines ressources. Elle est enfin strictement encadrée afin de limiter au maximum l'impact des activités scientifiques sur l'environnement austral. Pas facile de travailler au milieu de tout ça. Mais c'est justement ce qui intéresse les sociologues. Comprendre comment se maintient ce fragile équilibre entre compétition et collaboration humaine. Pendant longtemps, la seule manière d'appréhender les conditions de vie et de travail en Antarctique était de se baser sur le récit qu'en faisaient les chercheurs qui y étaient allés, que ce soit dans des livres de souvenirs ou à travers des entretiens une fois qu'ils étaient revenus. Si de telles sources d'informations sont souvent très riches, permettre à des sociologues d'aller eux-mêmes en Antarctique a de grands avantages. Cela permet d'accéder à la réalité concrète des activités sur place. Les routines, les échanges informels, les écarts par rapport aux normes, etc. Bref, tout ce qui ne figure généralement pas dans un récit de séjour en Antarctique. Or, on l'a vu, cette dimension informelle a une importance décisive dans l'organisation de la vie sociale. Il est donc important de connaître l'histoire et le contenu du traité sur l'Antarctique, certes, mais il est également utile de voir comment il est appliqué au quotidien sur place. Pour documenter la richesse et la diversité de cette vie scientifique en Antarctique, il est également nécessaire d'avoir une certaine extériorité par rapport à ce qu'il se passe au quotidien. Une étude sociologique permet ainsi d'avoir une vision d'ensemble d'un groupe. La difficulté, c'est que la sociologue fait elle-même partie du groupe qu'elle étudie. Il faut donc également faire une forme d'auto-analyse afin d'étudier sa propre place au sein du groupe. Concrètement, en quoi consiste le projet de sociologie de la mission Antarctique 2 degrés? Il s'agit de séjourner plusieurs semaines en péninsule antarctique, plus précisément sur l'île du Roi-George, qui est l'une des zones les plus peuplées du continent. Elle possède en effet une forte concentration de bases scientifiques, administrées notamment par le Chili, la Russie, la Chine, l'Uruguay ou encore l'Argentine. S'y trouve également l'un des seuls villages de l'Antarctique, sous administration chilienne, où vivent principalement des militaires. La péninsule constitue par ailleurs l'une des principales zones de développement du tourisme austral. Beaucoup de choses à y observer donc. L'objectif principal est de comprendre comment toutes ces activités humaines parviennent à cohabiter à l'échelle d'un espace restreint et partagé entre plusieurs États. La péninsule antarctique regroupe en effet la plupart des enjeux qui pèsent sur l'avenir du territoire. Compétition scientifique, dégradation des écosystèmes,
revendications territoriales, transformation des activités. On peut la voir comme un mini-laboratoire des problématiques qui touchent l'ensemble du continent austral. Si l'Antarctique est aujourd'hui un territoire protégé, la principale question est de savoir comment son statut va évoluer dans l'avenir. Comment arbitrer entre zones protégées et itinéraires touristiques? Comment développer les activités de recherche tout en limitant leur impact sur l'environnement local? Comment maintenir des programmes scientifiques communs qui coûtent très cher à développer? Voilà quelques-unes des questions auxquelles la sociologie peut apporter sa contribution. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour faire une étude sociologique? Il y a plusieurs approches possibles. Celle qui va être utilisée pour cette étude, c'est l'ethnographie. En quoi ça consiste? En 3 mots, observer, interroger et noter. Pour détailler un peu plus. Premièrement, l'étude repose sur ce qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire le fait de partager le quotidien du groupe social que l'on étudie. C'est justement ce qui permet de documenter les pratiques concrètes, les interactions, les événements informels. Les sociologues tiennent un journal de terrain dans lequel ils consignent l'ensemble de leurs observations au jour le jour. Une immersion de plusieurs semaines permet ainsi d'accéder à l'ensemble de la vie sociale d'un groupe. En Antarctique, il s'agira donc de côtoyer les chercheurs dans leurs activités scientifiques quotidiennes, mais aussi les militaires chargés de la logistique, le personnel de fonctionnement des bases ou encore les touristes débarquant en péninsule. Un deuxième aspect de l'ethnographie consiste à mener des entretiens. Cela permet de compléter l'observation par des questions précises à travers lesquelles les acteurs explicitent le sens qu'ils donnent à leurs actions. Les entretiens sont enregistrés puis retranscrits, c'est-à-dire intégralement recopiés pour pouvoir être analysés et archivés. Une partie des entretiens du projet sera réalisée en péninsule auprès des personnes présentes sur place. L'objectif est également de m'entretenir avec les autorités chargées de l'administration de la péninsule ou encore avec des spécialistes de la recherche polaire. Il est également possible de compléter la collecte de données par de la documentation. Il peut s'agir de fonds d'archives, mais également de rapports, de documents techniques, d'articles de journaux ou même de photos, de films, etc. Ils apportent des informations de contexte ou des indications qui contribuent à organiser la vie sociale du groupe. En Antarctique, il peut par exemple être très utile de s'intéresser aux registres tenus sur les bases, dans lesquels sont consignées l'ensemble des activités de la station. L'Antarctique est un territoire unique à bien des égards. Sa géographie, son climat, sa biodiversité. Son organisation humaine et sociale est également singulière, un peu à l'image de l'espace, c'est-à-dire un espace commun, consacré à la recherche, traversé par d'importants enjeux stratégiques et particulièrement menacé par l'impact humain. C'est la raison pour laquelle d'importants efforts de réglementation sont intervenus depuis le milieu du XXe siècle. L'activité humaine est d'autant plus fascinante à étudier en Antarctique qu'elle est complexe. Elle met en effet en jeu des acteurs diversifiés, aux intérêts qui ne convergent pas forcément, sur un territoire particulièrement contraignant. La sociologie contribue à mettre en lumière ces différents paramètres, les décalages, mais aussi les solutions mises en œuvre afin de maintenir le fragile équilibre du système de l'Antarctique. Elle permet également aux acteurs de porter un regard critique sur leur activité et contribuer ainsi à une réflexion collective sur la préservation de ce territoire.